Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le Sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute. Vous avez des fonds en propre suffisants pour acheter un bien sans financement, comptant en Espagne. Toutes mes félicitations, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, il faudra faire attention à certaines choses et dans cet épisode, je vous livre les clés pour le faire sereinement et en toute sécurité. Pourquoi est-ce que c'est si différent d'acheter un bien immobilier en Espagne quand on n'a pas de financement ? Eh bien, tout simplement parce que quand vous avez un financement, la banque va se charger d'une grande partie de l'organisation et de la logistique des paiements, ce qu'on appelle les moyens de paiement, soit directement, soit à travers de son formaliste, ce qu'on appelle en Espagne un gestor. C'est eux qui vont se charger de mettre en musique, on va dire, les paiements, qui paye quoi, à qui, etc. Donc, quand on n'a pas de banque, eh bien, toute cette logistique de paiement et les vérifications qu'il faut faire avant de faire les paiements, eh bien, c'est tout simplement vous qui avez les fonds en propre qui doivent les faire. Le notaire n'entre pas du tout dans cette étape et dans ces démarches-là. C'est vous et vous seul qui allez devoir vous mettre d'accord, soit avec l'agence immobilière, soit avec les vendeurs directement. Donc, vous pouvez bien évidemment vous faire accompagner par un avocat. Je l'ai fait pour un de mes clients. C'est pour ça que je fais cet épisode, pour vous expliquer les grandes lignes de comment ça marche, parce que c'est pas si facile que ça. Quand on n'est pas habitué à ce type d'opération, il y a une logistique, des conditions de paiement quand même à respecter. Il y a notamment certains pas et certaines étapes à respecter. Déjà, la toute première chose à faire, que vous ayez un financement ou pas d'ailleurs, c'est un audit juridique et urbanistique du bien que vous allez acheter. Pourquoi ? Parce que, je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je tiens à le répéter parce que c'est important. En tant que Français, on a l'habitude de mettre entre les mains de son notaire habituel ou son notaire de famille les dossiers d'achat, les dossiers de vente. Ici, en Espagne, le notaire intervient en bout de course. Donc, tout ce qui se passe en amont, ce sont les avocats et les agents immobiliers qui s'en chargent, notamment les audits juridiques, urbanistiques, mais aussi la rédaction des contrats, le contrat d'art, etc. D'accord ? Donc ça, c'est important. L'audit juridique, je vous conseille bien évidemment de le faire tout le temps, qu'il y ait une banque ou pas. Et l'audit urbanistique est en règle générale fait par la banque lorsqu'il y a un financement, notamment par son gestor ou par le tasador, qui est l'expert immobilier qui va évaluer le bien. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ces informations ? Tout simplement parce qu'il va voir s'il n'y a pas des problèmes au niveau de la mairie sur ce bien. Au niveau du plan d'urbanisme, est-ce qu'il n'est pas prévu de démolir tout un pâté de maisons pour, par exemple, faire descendre les escaliers de la Sagrada Familia, ce qui est le cas dans le plan d'urbanisme de Barcelone. Donc, il y a tout un pâté de maisons qui, malheureusement, incessamment sous peu, va être exproprié par la mairie pour faire descendre ces fameuses marches. Alors, bon, il y a plein de manifestations et de polémiques autour de ça, mais disons que dans le plan d'urbanisme, acheter un appartement, c'est important de savoir où est-ce qu'il se trouve dans le plan d'urbanisme et quelles sont les règles qui sont applicables à cet appartement. Quand il y a un financement, c'est le tasador qui regarde ça. Quand il n'y a pas de financement, c'est à vous, en tant qu'acquéreur, de vérifier ça. Soit personnellement, directement, si vous parlez espagnol, si vous savez à qui vous adressez, ou à travers d'un avocat. Moi, je fais ça. Je fais ce type d'audit urbanistique pour mes clients, s'il le faut. Concrètement, dans ce dossier avec mon client, on avait une complexité un petit peu plus élevée parce qu'on n'avait pas un vendeur ou deux vendeurs, un couple. On avait 5 vendeurs. C'était
5 membres d'une même famille et ils vendaient tout simplement parce qu'ils s'étaient fâchés. Donc, il y avait d'ailleurs 2 groupes. Et donc, j'ai géré le dossier avec 2 avocats. Un avocat qui représentait 3 d'entre eux et un autre avocat qui représentait 2 d'entre eux parce qu'ils étaient fâchés. Donc, il y avait des intérêts différents. Il y avait d'ailleurs certains vendeurs qui continuaient à vendre dans l'appartement, qui continuaient à vivre dans l'appartement. Ça avait d'ailleurs une incidence sur les moyens de paiement dont on reparlera après. Et puis 2 d'entre eux qui ne vivaient plus dans l'appartement, qui vivaient ailleurs, qui avaient déménagé. Ensuite, ce qu'on a dû faire avec mon client, eh bien, c'est ouvrir un compte bancaire pour rapatrier les fonds propres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore vraiment bien, moi, je suis avocate donc spécialisée en droit immobilier pour les Français et les francophones. Mes clients ne sont que français ou francophones. Donc, la plupart de mes clients ont des fonds qui sont notamment en France. C'est comme ça, nous les Français, on a souvent des fonds en France. On n'a pas tous les fonds en Espagne, même si on réside en Espagne. Et il n'y a aucun souci, mais simplement, il faut anticiper quand même les choses, notamment prendre le temps d'ouvrir un compte bancaire en Espagne si vous n'en avez déjà pas un. Et si vous en avez déjà un, ou le jour où le vôtre sera ouvert en Espagne, il faut anticiper et rapatrier les fonds qui sont en France sur votre compte espagnol. Parce que vous n'allez pas pouvoir payer les vendeurs depuis votre compte français et le notaire ne vous sert pas d'intermédiaire dans le paiement. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir, de votre compte français, verser les fonds sur le compte séquestre du notaire pour qu'il paye les vendeurs. Ça n'existe pas en Espagne. Le notaire n'a pas la fonction de séquestre. Il ne séquestre pas les fonds. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment différent des achats en France. Donc petit à petit, il avait ouvert son compte et petit à petit rapatrié les fonds puisqu'il avait un plafond qu'il avait décidé de ne pas augmenter, notamment parce qu'il était physiquement pas en France à ce moment-là. Donc petit à petit, il faisait ses virements pour alimenter son compte espagnol depuis lequel le virement définitif pour les vendeurs allait sortir. Donc ça, c'est important. Ensuite, et ça c'est totalement indispensable, il faut que ce soit clair le montant des dettes. Parce que vous allez peut-être acheter un appartement ou une maison qui est déjà hypothéqué par une banque parce que les vendeurs ont un prêt auprès d'une banque. Ça, c'est, sans vous mentir, ça va être, je pense, 85% des opérations immobilières sur le marché immobilier en Espagne. Vos vendeurs ont un prêt en cours auprès de la banque et donc il y a une dette auprès de leur banque qu'il va falloir régler. Alors, comment ça se passe? Pas de panique. Il faut demander les certificats auprès de tous les organismes qui ont des dettes au nom des vendeurs, ou des vendeurs. Là, on en avait 5, comme je vous l'ai dit. Et dans mon cas précis, on avait pas mal de dettes, notamment une hypothèque auprès de la banque. Donc, il a fallu qu'on demande un certificat à la banque des vendeurs du montant de la dette au jour de la signature de l'achat par mon client devant le notaire. Donc, il ne suffit pas de dire « oui, c'est à peu près tant ». Non. Il nous faut un certificat signé et certifié par la banque en disant « à telle date où vous allez devenir propriétaire, le montant de la dette de vos vendeurs est de temps ». Ça, c'est très important parce que si on signe le jour d'avant, le jour d'après, le montant de la dette va être différent. Puisque chaque jour, il y a des tout petits intérêts. Ça se trouve, il va être différent de quelques centimes d'euros. Mais il faut avoir le montant exact pour que le virement qui soit fait à la banque pour payer cette dette soit fait au centime près au montant qui est indiqué sur le certificat. Ça, c'est important pour pouvoir ensuite payer la banque et faire la main levée de l'hypothèque pour que vous puissiez acheter, vous, sans hypothèque. Ça, c'est indispensable et c'est totalement important et on ne peut pas y couper. Ensuite, on avait une dette d'IBI. L'IBI, c'est l'impuesto de bienes inmuebles, c'est la taxe foncière espagnole. On avait une dette vis-à-vis de la mairie du montant de l'IBI. Pareil, on a dû consulter la mairie pour savoir quel est le montant de la dette à ce jour pour pouvoir payer la dette. Ensuite, on avait d'autres dettes. On avait aussi une dette au niveau du syndic de copropriété. Les vendeurs s'étaient fâchés, plus personne ne voulait payer quoi que ce soit. Donc, on avait une dette assez importante. Je crois de mémoire qu'on était sur du 3 000 € de charges de copropriété et de
d'appel de provision de fonds pour des travaux en retard. Donc là, pareil, on a demandé au syndic de copropriété un certificat en disant à date de signature, la dette est de temps. Et puis, ça c'est moins fréquent, mais malheureusement dans ce cas-là, c'était aussi le cas, on avait des dettes auprès des compagnies d'eau, d'électricité et de gaz. Donc là, pareil, là, on n'a pas réussi à avoir de certificat des compagnies, mais j'ai appelé le jour d'avant la signature pour qu'ils m'attestent du montant des dettes. Donc, c'est important de faire une photo très précise de toutes ces dettes-là. Pourquoi ? Parce que pour sauvegarder au maximum les intérêts de l'acquéreur, qui est mon rôle si je vous accompagne comme vous, acquéreur, eh bien, c'est d'avoir une idée et une image très précise du montant des dettes. Pourquoi ? Parce que le prix, on ne va pas payer. Si vous avez 300 000 euros de prix avec les vendeurs, vous n'allez pas leur payer 300 000 euros. Parce que ça serait trop dangereux. Ce serait mettre sur leur compte tout l'argent et qu'ensuite, eux, ils payent leurs dettes. Non, on ne fait pas ça. On retient des 300 000 euros le montant des dettes. Il y a combien de dettes ? La banque, elle a 150 000 de dettes. Eh bien déjà, il y a 150 000 qu'on va payer à la banque directement. On ne paye pas sur le compte du vendeur. Du ou des vendeurs. Il y a 3 000 euros de dettes de charges de copropriété. Ces 3 000 euros, on ne les paye pas aux vendeurs, on les paye directement au syndic de copropriété. Il y a, je dis n'importe quoi, mais 1 500 euros de taxes foncières à payer qui est en dette. Ces 1 500 euros, on ne les paye pas aux vendeurs, on va les payer directement à la mairie. Donc, c'est important d'identifier les créanciers parce qu'on va les payer directement pour s'assurer qu'ensuite, personne puisse venir nous rechercher. D'accord ? Donc, parfois, il y a certains organismes, notamment ici en Catalogne, il y a certains organismes avec lesquels toutes ces conversations se passent en catalan, bien évidemment, ça dépend de votre interlocuteur. Dans le reste de l'Espagne, très certainement en Espagne, en espagnol, bien sûr, ou dans certaines communautés autonomes qui, comme la Catalogne, ont d'autres langues officielles, ça peut aussi se passer dans une autre langue officielle de l'Espagne, parce qu'on a plusieurs langues officielles en Espagne. Une fois qu'on a fait un point sur toutes les dettes et on sait à qui payer quoi, eh bien, il faut préparer ce qu'on appelle les moyens de paiement pour le jour J, le jour où on va chez le notaire, on signe pour devenir propriétaire et pour acheter donc le bien. Donc là, en étroite collaboration avec la banque de mon client, la banque espagnole, parce que je vous rappelle, entre-temps, il avait rapatrié les fonds en France, et bien là, j'ai dû d'ailleurs faire un tableau Excel parce qu'il y avait 5 vendeurs, rappelez-vous. Donc dire... Il y a le montant des arts, 10%, qui a déjà été versé. Il reste le solde de 90% à payer, sauf qu'il faut payer 150 000 euros à la banque, 3 000 à charge de copro, au syndic de copropriété, 1 500 à la mairie. Donc, j'avais déduit tout ça et je vais dire, ce montant-là, il faut le payer là, ça part de là et ça va là. Pourquoi ? Parce que le notaire a besoin d'identifier ce qu'on appelle les codes IBAN, donc de chaque compte, le compte d'origine, le compte de destination. Ça, c'est important. Ça fait partie des informations totalement obligatoires qu'on va être obligé d'indiquer dans l'acte de vente. Donc, il a fallu préparer le virement pour chacun. Notamment, il y a certains virements qui doivent être faits sous une modalité qui s'appelle OMF, qui est un virement immédiat qui arrive entre 20 minutes et 2 heures, suivant la signature, irrévocable. Ça, c'est important, irrévocable, parce que notamment, pour faire le virement au profit de la banque et pour ensuite lever l'hypothèque, faire la main levée de l'hypothèque, c'est important de payer la banque avec ce type de virement. Donc, ce sont des virements spécifiques. Donc, on a dû préparer tous les paiements directement avec sa banque, puisque là, il n'y avait pas de financement. Donc, ce n'est pas la banque qui avait le dossier entre les mains et qui a préparé les virements. On a dû leur dire quels sont les virements qu'ils ont dû faire et à qui. En plus, la petite particularité de notre dossier, comme je vous l'ai expliqué dès le début, c'est que certains des vendeurs vivaient dans l'appartement, d'autres pas. Donc, par exemple, les dettes d'eau, électricité et gaz, eh bien, il y a certains vendeurs qui acceptaient bien sûr que leur part du prix soit imputée de cette dette-là, mais pas les autres, puisqu'ils ne vivaient pas dans l'appartement, et à juste titre. Donc, il a fallu faire un petit calcul. Tous les vendeurs n'ont pas reçu le même montant parce qu'il y avait certaines dettes qui appartenaient à certains et pas à d'autres. Et puis, le petit changement de dernière minute, comme j'appelle ça la petite cerise sur le gâteau, dans les dossiers, et je ne m'ennuie jamais, vous l'écoutez à travers tous mes épisodes, il y a eu la petite surprise, c'est que mon client
on avait un rendez-vous chez le notaire. Juste avant le rendez-vous chez le notaire, j'avais vu un petit peu ô combien le dossier avait été compliqué. Donc, je lui avais conseillé de revisiter l'appartement avant de signer et d'en devenir propriétaire, notamment pour s'assurer que tout le monde était bien parti, parce qu'il vivait à plusieurs familles dans l'appartement, et aussi pour vérifier que le déménagement avait bien été fait et qu'il n'est pas, une fois qu'il est propriétaire avec les clés, qu'il n'ait pas la mauvaise surprise de rentrer dans l'appartement et de voir que rien n'avait été déménagé. Une grande partie des meubles avaient été déménagés, mais certains meubles restaient encore. Ils n'avaient pas encore eu le temps de finaliser tout leur déménagement. Donc, encore une fois, au dernier moment chez le notaire, là, on a pu aussi trouver un accord en disant « Ok, nous, on garde les clés, vous nous donnez les clés. » Attention, il y a un épisode sur pourquoi il ne faut pas laisser les clés à votre vendeur. Je vous invite à l'écouter. On avait récupéré toutes les clés, bien sûr, et on leur avait dit, on vous laisse 2 jours pour finir votre déménagement. Vous me dites quel jour, à quelle heure je viens vous ouvrir pour faire votre déménagement. Et puis, si vous venez jamais, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire, mais tout simplement, moi, ces meubles, je les jette et voilà. D'ailleurs, on avait retenu sur le prix, je crois, 300 € de mémoire pour faire face au fait que s'ils ne viennent pas déménager, mon client s'était renseigné auprès d'amis qu'il avait avec des camionnettes. Il me dit, pour déménager ce qui reste dans l'appartement, on prendrait environ 300 € s'ils ne viennent pas le faire eux-mêmes. Donc, on avait retenu cet argent jusqu'à ce qu'ils viennent déménager. Et là, on avait affaire à des gens honnêtes et loyaux qui étaient effectivement venus déménager le reste des affaires après la signature. Donc, une fois que tout était déménagé, il avait versé les 300 € de complément qu'on avait retenu en garantie que le déménagement soit bien fait. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et si ce contenu vous plaît, je vous invite à soutenir mon travail en vous abonnant à mon canal YouTube, en notant ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci.